Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va se pencher sur une idée, une toute petite idée en apparence, mais qui a le pouvoir de tout chambouler. Elle vient de la leçon 5 d'un cours en miracle. Et cette idée, elle s'attaque directement à la racine de nos émotions négatives. Alors on est prêt à bousculer un peu nos certitudes? Alors voilà la question centrale que la leçon nous met sur la table. On a tous l'impression de savoir pourquoi on est contrarié, non? C'est évident. Mais, et si c'était pas ça du tout? Et si la vraie raison, elle était cachée complètement ailleurs? C'est exactement ce qu'on va aller voir. Allez, première étape, on va plonger dans ces émotions qu'on connaît tous par cœur, avant de faire un virage à 180 degrés avec une perspective, disons, assez radicale. Ah, ça on connaît. La colère qui monte d'un coup dans les embouteillages, le petit stress là, juste avant un rendez-vous important, ou cette peur diffuse face à ce qu'on ne connaît pas. Et à chaque fois, mais vraiment à chaque fois, notre réflexe c'est de pointer du doigt à l'extérieur. Forcément, c'est la faute de la circulation, c'est la pression du rendez-vous, c'est la situation qui est angoissante. C'est logique, non? Et paf, c'est là que le cours nous balance l'idée centrale, la phrase qui vient tout dynamiter « Je ne suis jamais contrarié pour la raison à laquelle je pense ». C'est direct, hein. Ça nous dit en gros que cette cause extérieure qu'on voyait si clairement, eh bien ce n'est pas la vraie. C'est une affirmation assez énorme quand on y pense. Ça nous oblige à tout remettre en question, à regarder derrière le rideau. Ok, mais là, question, comment est-ce qu'une seule et même idée pourrait s'appliquer à la colère, à la peur, à l'anxiété? Tout ça, ça a l'air tellement différent. Eh bien, c'est justement là que ça devient fascinant. La leçon nous dit, en fait, c'est la même chose. Alors, regardons-les de plus près. La peur, l'inquiétude, la dépression, l'anxiété, la colère, la haine, la jalousie. Pour nous, tout ça, ce sont des mondes différents, n'est-ce pas? La jalousie, ça n'a rien à voir avec la peur d'un examen. Chaque émotion a sa propre couleur, son propre déclencheur. Et pourtant, le cours nous invite à voir que ce sont juste des variations sur le même thème, des habillages différents pour une seule et même chose qu'on pourrait appeler la contrariété. Et voilà, le grand écart. D'un côté, il y a notre vision habituelle, des tiroirs bien séparés pour chaque émotion, chacune avec sa propre cause. Et de l'autre, la vision du cours. Tout ça, ce sont juste des formes différentes d'un seul et même truc, d'une seule et même erreur de perception. Et là, ça change tout. Parce que si on commence à se dire que la forme n'a pas d'importance, on réalise que si toutes ces émotions sont en fait les mêmes, alors leur vraie cause, elle aussi, doit être la même. Bon, assez de théorie. Le plus beau dans tout ça, c'est que ce n'est pas juste une jolie idée pour se triturer les méninges. Non, non, c'est un outil, un exercice super concret à faire. Alors, voyons comment ça marche en pratique. L'exercice est vraiment simple, en 3 temps. D'abord, on prend un moment pour chercher dans notre tête ce qui nous contrarie, là, maintenant ou récemment. Ensuite, on met un mot dessus. Est-ce que c'est de la colère, de la peur? On nomme la chose. Et enfin, 3e étape, on applique la phrase de la leçon à cette situation précise. Et la fameuse formule, la voici. C'est presque un modèle à remplir. On dit « je ne suis pas », et là on met le sentiment, contre ou à cause de, et là on met la cause apparente pour la raison à laquelle je pense. On nomme le sentiment, on nomme le coupable qu'on a désigné, et on ajoute la phrase clé à la fin. Par exemple, imaginez que quelqu'un vous a mis en colère. L'exercice, c'est de se dire calmement, dans sa tête, je ne suis pas en colère contre cette personne pour la raison à laquelle je pense. C'est très subtil, attention. On ne dit pas je ne suis pas en colère, la colère est bien là. On dit juste que la raison qu'on a identifiée, ce n'est peut-être pas la bonne. Et ça marche avec n'importe quoi. S'il y a une situation qui fait peur, hop, on applique. Je n'ai pas peur de cette situation pour la raison à laquelle je pense. On commence à voir le mécanisme. Peu importe l'émotion, peu importe la forme qu'elle prend, la formule, elle, ne change pas. Maintenant, attention, on aborde un point qui est absolument crucial pour que l'exercice marche. C'est peut-être même le plus important. Il y a une règle d'or, pas de tri. On ne fait pas de hiérarchie entre les contrariétés. Et cette idée est résumée dans cette phrase puissante. Il n'y a pas de petites contrariétés. Elles sont toutes également troublantes pour ma paix d'esprit. On a tous tendance à faire ça, non? À mettre d'un côté les petits agacements du quotidien et de l'autre les gros dossiers, les vrais problèmes. Eh bien, la leçon nous dit « stop ». Il faut arrêter ça. Pourquoi? Parce qu'une petite épine ou une grosse poutre, les deux troublent la paix de l'esprit. Et le but de ça, c'est d'éviter un piège. Le piège de la hiérarchie. Dès qu'on commence à se dire « ah non, mais ça, c'est un vrai problème, c'est sérieux », on crée une exception. On met ce problème de côté, on le protège. On se dit qu'il est trop gros, trop justifié pour être remis en question. Alors qu'en les mettant tous dans le même sac, sans jugement, on se donne une chance de voir enfin ce qui les relie tous.
Et ça mène directement à cette autre idée, tout aussi importante, je ne peux pas garder cette forme de contrarié et lâcher prise des autres. C'est tellement facile de se dire « Ok, je veux bien jouer le jeu pour mon impatience au supermarché, mais mon angoisse existentielle, là, on n'y touche pas. C'est du sérieux. » Le cours nous dit que c'est tout ou rien. On ne peut pas faire son shopping dans nos contrariétés. Pourquoi ? Parce qu'en réalité, elles sont toutes connectées, elles se nourrissent les unes les autres. Et voilà, on arrive au but final de tout l'exercice. En traitant toutes nos perturbations de la même manière, on entraîne notre esprit à voir qu'il ne s'agit pas de 10, 20, 50 problèmes différents et isolés, non. Ce sont juste les symptômes, les multiples visages d'une seule et même source, d'une seule et même erreur de jugement. Et simplement commencer à voir ça, à le reconnaître, c'est déjà faire un pas immense pour découvrir quelle est cette fameuse source commune. Et on finit avec cette question qui reste ouverte. Ce que propose la leçon 5, ce n'est pas une formule magique pour que les bouchons disparaissent ou pour que les gens ne nous énervent plus. Non, c'est quelque chose de bien plus profond. C'est une invitation à changer notre regard, à changer de l'intérieur notre relation avec tout ça. Juste en osant se poser la question « Et si je me trompais de coupable ?» Alors, et si la vraie liberté, au fond, ce n'était pas de changer le monde, mais de changer notre façon de le voir. C'est une piste qui, à mon avis, vaut vraiment le coup d'être suivie. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle plongée approfondie. Aujourd'hui, on s'attaque à un paradoxe psychologique qui est absolument fascinant. C'est le moins qu'on puisse dire, oui. C'est tiré d'un ouvrage philosophiquement très dense qui s'intitule Un cours en miracle. Et pour être tout à fait précis, on va se concentrer sur une section bien spécifique, la leçon 5. Tout à fait. C'est un texte qui demande ni plus ni moins de repenser entièrement le rapport de notre esprit à la douleur émotionnelle et, aux éléments déclencheurs de notre quotidien. Et je pense qu'il est vraiment important de préciser d'emblée l'angle de notre analyse d'aujourd'hui. L'objectif ici, ce n'est pas du tout de débattre des croyances globales de cet ouvrage. Non, bien sûr. Ce qui nous intéresse, c'est de décortiquer objectivement la mécanique d'un exercice mental très spécifique qui est proposé par ce texte. C'est un exercice conçu pour déconstruire la façon dont le cerveau humain perçoit, étiquette et gère ce qu'il considère comme des émotions négatives. On va vraiment examiner cette architecture psychologique pour comprendre comment ça prétend opérer ce changement de perception. C'est clair. Et ça sera utile pour quiconque se sent parfois complètement submergé par le stress, la colère ou l'anxiété de tous les jours. Donc, d'accord, décortiquons ça. Le postulat de base, en fait, la phrase d'ouverture qui donne le ton à toute cette leçon 5, c'est la suivante. Je cite « Je ne suis jamais contrarié pour la raison à laquelle je pense ». Voilà. Bam. Bam, exactement. Quand on s'arrête sur cette simple phrase, on réalise à quel point ça heurte de plein fouet notre bon sens quotidien, tu vois. En général, le lien de cause à effet nous semble tellement évident. Je veux dire, si quelqu'un te coupe la route violemment sur l'autoroute, ou si un collègue s'approprie ton travail devant le patron, t'es persuadé de connaître la source exacte de ta colère. Le coupable est là. Le coupable est juste là, sous nos yeux. C'est effectivement la réaction humaine par défaut. Et c'est une réaction qui a une fonction évolutive en fait. L'esprit humain, c'est une formidable machine à créer du sens et surtout des liens de causalité. Dès qu'il y a un inconfort interne, une douleur psychologique ou une tension, le cerveau scanne immédiatement l'environnement externe pour trouver une explication tangible. Il a besoin d'un responsable. C'est un réflexe de survie presque. Exactement. Mais ce postulat, je ne suis jamais contrarié pour la raison à laquelle je pense, vient créer une dissonance cognitive très volontaire. Ça déconnecte instantanément l'émotion que l'on ressent de la cause externe qu'on avait perçue. Mais n'est-ce pas un peu contre-intuitif, voire même dangereux ? Comment ça ? Si on refuse de voir que c'est bien le comportement toxique de ce fameux collègue qui génère notre angoisse, est-ce qu'on ne risque pas de perdre notre capacité à nous protéger ? C'est une vraie question. C'est une critique très légitime et c'est souvent la première objection. Cependant, si on regarde la logique du texte, ça ne demande pas de nier que l'événement s'est produit. Ça ne dit pas d'accepter des comportements abusifs. D'accord. Ça s'attaque à l'attribution de la responsabilité de notre état intérieur. En affirmant ça, le texte nous invite à une réflexion critique sur la vulnérabilité de notre propre esprit. Il suggère que notre cerveau nous trompe lorsqu'il donne à un élément extérieur, une personne ou un événement précis, le pouvoir absolu de dicter notre météo intérieure. Ah, je vois. C'est une façon de dire que l'événement déclencheur est la gâchette, mais ce n'est pas la balle. La balle, donc la véritable raison de la contrariété, se trouve ailleurs, bien plus profondément ancrée dans notre propre perception. La gâchette et la balle, c'est une excellente image.
Ce qui nous amène directement à la façon dont le texte aborde ce qu'il appelle les différentes formes de contrariété. La source dresse une liste assez exhaustive. On y trouve la peur, l'inquiétude, la dépression, l'anxiété, la colère, la haine, la jalousie. Oui, un beau panel. Un très beau panel des réjouissances humaines. Et là encore, l'approche du texte est pour le moins déroutante. Si je prends un exemple concret du quotidien, il semble évident, d'un point de vue clinique, ou même juste humain, qu'une crise de jalousie féroce n'a absolument rien à voir avec une profonde dépression. Subjectivement, c'est très différent, oui. La texture du sentiment, l'impact physique, la durée, tout ça fait que pour nous, ces émotions ont des signatures totalement distinctes. Ce qui est fascinant ici, c'est la radicalité avec laquelle le texte balaye complètement cette diversité. La source reconnaît explicitement cette perception humaine en notant qu'il y a une, je cite, « quantité de formes qui seront toutes perçues comme différentes ». L'auteur sait très bien que l'anxiété ne ressemble pas à la haine, subjectivement parlant. Il n'est pas naïf. Voilà. Mais immédiatement après cette concession, le texte assène une affirmation lapidaire. « Ce n'est pas vrai ». 3 petits mots. 3 mots qui tentent d'effacer toute la taxonomie émotionnelle que la psychologie passe son temps à classifier. Selon la logique de cet exercice, la forme que prend la souffrance n'a strictement aucune importance fondamentale. Ce ne sont que des variations de surface. Et c'est là que je trouve qu'il y a un vrai paradoxe, presque une contradiction dans la méthode qui est proposée. Vas-y, explique. D'un côté, le texte affirme que toutes ces émotions sont ultimement la même chose. Bon. Mais de l'autre, dans les instructions pratiques de l'exercice, il exige d'appliquer l'idée à chaque forme séparément. En la nommant avec une précision presque chirurgicale, la source demande de décrire le sentiment, je cite, dans les termes quels qu'ils soient qui semblent exacts. Oui. Pourquoi le texte nous forcerait-il à utiliser une loupe pour examiner la forme exacte de notre jalousie ou de notre peur, si c'est pour nous expliquer la seconde suivante que cette forme est une illusion totale ? C'est une très bonne observation. En fait, c'est une stratégie pédagogique extrêmement fine. Ça s'apparente vraiment à certaines techniques de restructuration cognitive. Le texte précise que c'est une étape transitoire. Il dit « Jusqu'à ce que tu apprennes que la forme n'a pas d'importance, chaque forme devient un sujet convenable pour les exercices. » Ok, donc c'est un tremplin ? C'est ça. L'architecture du texte comprend que l'esprit n'est absolument pas prêt à accepter d'emblée que la colère face à une injustice grave et, disons, l'inquiétude face à l'avenir sont identiques. Si l'exercice demandait de tout globaliser sous le terme vague de mal-être dès le premier jour, l'esprit rejetterait massivement le processus. Il dirait « Non, ma colère est spécifique et justifiée ». Donc, si je comprends bien, il faut en quelque sorte ruser avec l'ego, le prendre à son propre jeu. Exactement. L'esprit veut des étiquettes précises, on lui donne des étiquettes. En nommant chaque émotion séparément, en respectant d'abord l'illusion de leur différence, on valide l'expérience subjective du moment. C'est la condition requise pour que l'esprit accepte de participer à l'exercice sans se braquer. D'accord. Mais en appliquant ensuite exactement la même formule de déconstruction à toutes ces formes soi-disant si différentes, l'exercice vise à révéler, par l'expérience répétée, leur nature fondamentalement identique. Elles aboutissent toutes au même effondrement de la paix intérieure. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Parce que ce nivellement ne s'arrête pas à la nature des émotions, il s'attaque aussi à la gravité qu'on leur accorde. Le texte émet un avertissement très clair. Il dit qu'il sera très difficile de ne faire aucune distinction et d'éviter de donner plus de poids à certains sujets qu'à d'autres. C'est le cœur de la résistance. Ça touche une corde très sensible chez nous. On passe notre vie à hiérarchiser nos problèmes sur une sorte d'échelle de Richter de la souffrance personnelle. Tout à fait. Et pour anticiper cette formidable résistance, le texte propose une phrase préparatoire à se répéter. Il dit « Il n'y a pas de petites contrariétés. Elles sont toutes également troublantes pour ma paix d'esprit. » Si l'on relie ça à la mécanique globale de l'esprit, c'est un concept vertigineux. L'être humain a ce besoin viscéral de classer la douleur. On va juger qu'un divorce ou une trahison majeure justifie l'effondrement de notre monde. Ce qui semble normal. Oui, tandis qu'une réflexion désagréable d'un inconnu dans la rue sera classée comme une simple nuisance. Mais d'un point de vue purement humain, cette hiérarchie, elle n'est pas saine. Je veux dire, si je mets sur le même plan le fait de renverser mon café sur ma chemise neuve ce matin et le fait de perdre mon emploi demain, est-ce que je ne frôle pas le déni émotionnel total ? N'y a-t-il pas un danger d'anesthésie face à la réalité de la vie ? C'est la réaction naturelle face à ce texte.
L'objection est totalement valable si on juge l'événement extérieur. Or, le texte déplace le curseur. Il n'évalue pas la gravité de l'événement extérieur. Il évalue l'état interne qui en résulte. Le texte introduit ici une conception complètement binaire de la paix d'esprit. Binaire, c'est-à-dire du tout ou rien. Exactement. Imaginons la paix d'esprit comme un miroir parfaitement lisse et intact. Que l'on jette un tout petit caillot sur ce miroir, le café renversé, ou qu'on y jette un énorme rocher, la perte d'un emploi, le résultat immédiat sur le miroir est le même. Il se brise. L'intégrité de la surface est détruite. Il n'y a pas de miroir à moitié brisé, en fait. C'est toute la thèse de cette leçon. Il n'y a pas de demi-paix d'esprit. Dès lors qu'il y a contrariété, qu'elle soit perçue comme immense ou minuscule, la fonction est accomplie. La paix a disparu, elle est remplacée par le conflit interne. C'est pour cette raison précise que le texte insiste sur le fait qu'il ne doit y avoir aucune distinction. La petite irritation est aussi efficace que le grand drame pour nous sortir de notre état d'équilibre. Voilà. En hiérarchisant, nous donnons implicitement à certains événements le droit officiel de détruire notre paix. Ce qui explique pourquoi le texte note avec beaucoup de lucidité qu'on sera souvent, je cite, « moins désireux d'appliquer cette idée à certaines sources de contrariété ». Et là, on touche vraiment au cœur du problème. Il y a des colères, des ressentiments auxquels on tient profondément. Ah oui, on y tient comme à un trésor. C'est ça, hein? Si on a été victime d'une injustice flagrante, notre ego s'empare de cette douleur et en fait un bouclier. On se dit intérieurement « cette colère-là est légitime, j'ai le droit et même le devoir de la ressentir ». Se défaire de cette colère justifiée, c'est presque vu comme une trahison envers soi-même ou envers nos propres valeurs. Cela soulève une question psychologique majeure. Pourquoi l'esprit s'accroche-t-il si farouchement à ce concept de colère justifiée ? En psychologie clinique, on observe très souvent le confort de la posture de victime. Le confort de la victime, ça paraît paradoxal. Ça l'est. Mais la colère justifiée donne une identité temporaire. Elle donne un sentiment de droiture morale et paradoxalement un sentiment de contrôle. On sait qui est le méchant et qui est le gentil. Le texte identifie parfaitement cet écueil. Il comprend que si l'esprit s'autorise à sanctuariser certaines contrariétés, à les classer comme intouchables sous prétexte qu'elles sont graves, alors tout le système d'émancipation qu'il propose s'effondre. En d'autres termes, on ne peut pas faire de tri sélectif dans ce qu'on veut bien lâcher. On ne peut pas dire « je lâche ma frustration dans les bouchons, mais je garde ma haine contre mon ex ». Exactement. Et le texte fournit un antidote mental très précis pour contrer cette résistance. Il suggère de se dire « je ne peux pas garder cette forme de contrariété et lâcher prise des autres ». Au fin de ces exercices, donc, je les regarderai toutes comme étant les mêmes. C'est radical. C'est une exigence de cohérence absolue. Si on accorde à une seule situation extérieure le pouvoir réel et justifié de détruire notre paix intérieure, on valide le mécanisme entier. On confirme à notre cerveau que les causes extérieures sont bel et bien les maîtres de notre état intérieur. Pour se libérer de cette mécanique, le texte affirme qu'il est impératif de traiter la rancune la plus profonde avec le même détachement radical qu'une petite frustration quotidienne. C'est un travail titanesque sur soi. Franchement. Mais la force de ce matériel, c'est qu'il ne s'agit pas seulement de philosophie abstraite qu'on lirait dans un fauteuil. Il propose un protocole de mise en pratique très concret. C'est presque un algorithme psychologique exécuté. C'est vrai, la méthode est très structurée. Décortiquons un peu la mécanique exacte prescrite par la source. Le processus demande de s'arrêter un instant, de scruter son propre esprit, d'identifier les sources de contrariété présentes, puis d'isoler les formes exactes que prennent ces contrariétés. Le cadre temporel imposé par la source pour cette introspection est particulièrement révélateur. Le texte indique « pendant environ 1 minute, tout ou plus ». C'est extrêmement bref. 1 minute, c'est très court pour traiter une grosse émotion. Oui, mais nous ne sommes pas ici dans le registre de la thérapie analytique où l'on va passer des heures à démêler l'origine d'un traumatisme de l'enfance. Il s'agit d'une intervention à froid, sur le moment. De plus, le rythme demandé est modéré. Le texte dit 3 ou 4 fois pendant la journée suffisent. Cette concision n'est pas un hasard, c'est une composante essentielle de la méthode. Dans cette fameuse minute, l'exercice requiert d'utiliser une formulation grammaticale stricte. C'est presque comme on entrerait une ligne de code dans un ordinateur pour écraser un ancien programme qui tourne en boucle. C'est une belle analogie. Le texte donne des phrases à trous, très directives. Par exemple, si on observe qu'on est en colère contre une personne, on doit formuler mentalement « je ne suis pas en colère contre cette personne pour la raison à laquelle je pense ». Pareil pour une peur liée à une situation future.
Je n'ai pas peur de cette situation pour la raison à laquelle je pense. Il y a d'autres variantes aussi. Oui, la source insiste sur d'autres variantes pour couvrir tout le spectre. Je ne suis pas inquiet au sujet d'eux ou je ne suis pas déprimé à cause d'eux. En fait, la formule est simple. On prend la cible perçue, on ajoute l'émotion ressentie et on verrouille la phrase avec cette négation fondamentale de la cause. Action avec le cortex. On pense à l'injustice, l'amygdale déclenche le stress, ce stress valide à son tour la pensée de l'injustice. C'est ce qu'on appelle souvent le détournement de l'amygdale. Le fameux amygdala hijack en anglais. Exactement. Le fait de s'imposer pendant 60 secondes exactement, l'énonciation de cette formule verbale très stricte vient créer ce qu'on nomme une interruption de schéma. Ça force le cerveau à faire une pause dans son propre film dramatique en somme. Précisément, ça exploite la période réfractaire de l'émotion. En obligeant le cerveau à insérer l'idée qu'il se trompe peut-être sur la cause de sa douleur, même si l'ego hurle le contraire, l'exercice suspend momentanément la croyance absolue en la narration interne. On court-circuite le récit. C'est ça. On ne demande pas de ressentir soudainement une joie béate ou de pardonner dans la seconde. On demande simplement de regarder la situation depuis une position d'observateur neutre, pendant 1 minute. Répétée au fil des jours, cette minuscule fissure dans nos certitudes émotionnelles commence à fragiliser les fondations même de notre réactivité au stress. Alors, qu'est-ce que tout ça veut dire pour ceux qui nous écoutent au quotidien ? Si on prend un peu de hauteur sur cette leçon 5, on voit que la proposition de ce texte est de basculer d'un lieu de contrôle externe à un lieu de contrôle interne. Le monde moderne nous bombarde en permanence d'informations, de conflits, de notifications conçues spécifiquement pour déclencher des réactions émotionnelles. Et ça marche très bien. Trop bien. L'ouvrage présente donc cette méthode comme un moyen de neutraliser la charge de ces déclencheurs en refusant de leur accorder le pouvoir de définition sur notre état. On peut voir comment l'auteur a conçu cette démarche pour répondre à l'épuisement mental généré par la réactivité constante. L'idée que notre paix d'esprit est compromise de façon strictement égale par tout type de contrariété invite à une hygiène mentale assez radicale. Une vraie désintoxication. Plutôt que de catégoriser indéfiniment nos douleurs pour décider lesquelles méritent notre attention et lesquelles doivent être ignorées, le texte propose de dissoudre le mécanisme d'attribution à sa racine même. C'est la promesse de ne plus être la victime passive des stimuli extérieurs. C'est un changement de paradigme complet. Et on imagine bien que ça demande une discipline mentale considérable pour ne pas retomber instantanément dans nos bons vieux schémas de justification. C'est vraiment fascinant de constater qu'une prémisse aussi courte puisse remettre en question toute l'architecture de la souffrance humaine. Absolument. Et pour conclure notre réflexion sur ce passage, je pense qu'il y a une question suspendue, presque invisible, qui se dégage de cette leçon. C'est une question qui mérite vraiment d'être méditée par ceux qui nous écoutent. Laquelle ? Si, comme le postule cet exercice, il est vrai que l'on n'est jamais contrarié pour la raison à laquelle on pense, que cette contrariété soit une banale frustration dans les transports en commun ou une douleur existentielle profonde, alors il manque la clé de voûte de cette théorie. Quelle est donc la véritable source, unique, originelle et totalement masquée de tous nos tourments ? Ah, la vraie cause. Quelle est cette cause silencieuse que cet exercice de déconstruction tente, doucement, de nous préparer à affronter ? C'est le mystère ultime posé par ce texte et c'est ce qui rend cette exploration si captivante. Quelle perspective vertigineuse pour clore cette analyse. Il est toujours fascinant de garder l'esprit ouvert et d'observer nos propres réactions avec un œil nouveau après s'être confronté à ce genre de littérature. Un immense merci de nous avoir accompagnés dans les rouages complexes de cette pensée. L'exploration de ce genre de mécanique intérieure change définitivement la façon de voir les petits et les grands tracas de la journée. On se retrouve très vite pour une nouvelle plongée dans un autre sujet tout aussi captivant. À très bientôt. Ces podcasts ne constituent pas une interprétation officielle de Un cours en miracle. Ils ne prétendent ni expliquer le cours dans son entièreté, ni remplacer l'étude personnelle du texte.